Amis du roman historique et de l'histoire de manière générale, bonjour. Donc aujourd'hui, nouvel épisode. Là, je vais faire un épisode sur le méchant absolu. C'est important dans les romans d'avoir un bon méchant. Enfin, un bon méchant. Un méchant, quoi, mais avec un certain caractère, quoi. Et donc j'en avais trouvé un qui est un personnage secondaire hein, dans mon roman Le Sable de Damas. C'est le docteur Chevetel. Et je me suis aperçu ensuite, après avoir lu et publié ce roman, qu'un historien avait fait un roman dont le personnage principal, hein, on ne peut pas dire que ce soit un héros parce que c'est vraiment un méchant, était donc le docteur Chevetel. Hein, oui. Donc c'est le livre de Reynald Scherer, Le miroir sans retour, qui est un roman qui est apparu, je ne sais plus quand. Il a paru en 2018, donc c'est assez récent. Hein. Voilà. J'avais déjà écrit le Sable de Damas, mais quelques temps après je l'ai publié. Mais bon, c'est un superbe méchant, mais dans mon roman c'est un personnage secondaire. Voilà, donc c'est pour illustrer tout ça. Je vais vous lire des passages. Alors je me suis, pour ce qui me concerne, pour la découverte du docteur Chevetel, surtout, je me suis inspiré du livre d'Anne Bernet, pour d'autres choses aussi. Hein. J'avais déjà évoqué avec vous ce livre, j'ai déjà utilisé pour d'autres épisodes. Et donc c'est le livre d'Anne Bernet, Histoire générale de la chouannerie, hein, chez Perrin. Voilà. Et donc pour le premier épisode sur le méchant absolu, je vais vous lire d'abord des passages du livre d'histoire. Hein, voilà. Donc j'ai trouvé, pour ce qui concerne Chevetel, à page 26, un médecin. Parce que c'était un médecin, hein, c'était le docteur Chevetel. Page 26. Page 26. Alors... Thérèse avait 26 ans, c'était une beauté celte de celle que l'on prête à Iseult ou à la fée Viviane, une passionnée qui rentrait ses passions, une chaste qui brûlait en silence, une exaltée qui rêvait d'un amour trop grand pour cette terre et qui flamberait jusque dans l'au-delà. Pour l'avoir rencontrée une heure, François-René de Chateaubriand en fut amoureux toute sa vie. Armand, sans doute, l'aimait aussi, mais elle l'effrayait un peu. Et puis, elle n'avait pas un sou. Alors, résigné, il avait, le 22 décembre 1785, épousé Louise de Saint-Brice. Alors, c'est Armand de la Rouerie, hein. Donc, le personnage que va trahir le docteur Chevetel. Donc, vous découvrirez tout ça dans le roman de Scherer, et puis aussi un peu dans le mien. Louise, laide, douce, rassurante, tendre, aimante sans passion, si tranquillement et conjugalement terne et grise, et poitrinaire. Madame de la Rouerie n'était pas mariée depuis 2 mois qu'elle crachait le sang, toussait à fendre l'âme et maigrissait à faire peur. À défaut d'être amoureux, Armand était attentif. Il voulut un bon médecin pour soigner sa femme. Au bourg de Bazouges, la Pérouse, près de Saint-Ouen-la-Rouerie, venait de s'installer un jeune médecin d'excellente réputation, le docteur Chevetel. À de réelles compétences professionnelles, Valentin Chevetel joignait la qualité personnelle. Entre autres vertus, il savait écouter. En peu de temps, Armand fut capable de se passer de ce partenaire qui jouait aux cartes et prêtait une oreille attentive à ce qu'il racontait. Le docteur Chevetel finit par s'installer au manoir sans que l'on puisse dire si sa présence était indispensable à la marquise ou à son mari. Malgré cela, la phtisie progressait au galop. En juin 1786, tous les remèdes épuisés, le médecin suggéra un séjour à Cauterets, dans les Pyrénées. Si l'air des Pyrénées ne guérissait pas sa patiente, il lui accorderait peut-être la rémission impossible sous le climat breton. Le médecin proposait même d'accompagner Madame de la Rouerie à la montagne. À cette proposition acceptée d'enthousiasme, Armand sentit sa sympathie envers Chevetel croître encore. Il projetait un voyage en Prusse et devait y renoncer pour soigner une femme malade, le contrarier.
Achevée par la fatigue de la route, Louise de la Rouërie rendit l'âme le 18 juillet 1786 à Cauterets. Loin de l'homme qu'elle avait épousé 7 mois auparavant et qu'elle avait adoré sans qu'il s'en aperçût. La mort prématurée de son épouse faisait d'Armand de la Rouërie un veuf riche, mais pas joyeux. L'ennui, ce compagnon dont il ne parvenait pas à se débarrasser, revint l'assiéger. Pour le chasser, il fit danser les écus de la défunte. Le manoir qu'il avait hérité de ses pères était vieux, obscur et sinistre. Il en fait bâtir un autre, au goût du jour, et ne se trouva pas plus heureux dans sa nouvelle demeure que dans l'ancienne. Il multiplia les séjours à Paris, prit pour maîtresse une comédienne à la mode, Mademoiselle Fleury, et ne retrouva pas en sa compagnie les émois de sa passion avec la Beauménil. Alors, en dépit du qu'en dira-t-on, il installa chez lui la seule femme qui l'intéressa vraiment, sa cousine, Thérèse de Moëlien. Voilà, donc il faut savoir que le marquis de la Rouërie était un ancien de l'armée en Amérique, contre des insurgés contre l'Angleterre. Donc c'est un noble important en Bretagne et quelqu'un qui avait de la compétence, notamment militaire. Voilà. Donc ensuite j'ai choisi la page 65, ingratitude. Alors ingratitude, page 65. Page 65. La Rouërie arriva à Paris le 20 juin 1791, à l'heure où la foule, en délire, accompagnait sous les insultes la famille royale arrêtée à Varennes aux Tuileries. Le spectacle l'horrifia. Dans son émotion, le marquis commit une faute, prendre pour confident son vieil ami Chevetel. Sur sa recommandation, le jeune médecin avait quitté la province pour Paris et, admis dans la maison du comte d'Artois, avait entamé une jolie carrière. Valentin Magloire Chevetel était incontestablement intelligent. Il était également arriviste, sans scrupules, hypocrite, ingrat et jaloux. Étant de ces gens qui ne pardonnent jamais le bien qu'on leur a fait, il éprouvait envers la Rouërie, qui se croyait son ami, des sentiments ambigus et morbides. Il lui fallait l'imiter en tout en le détestant, lui prendre ce qu'il avait et lui nuire. Ainsi était-il devenu l'amant de mademoiselle Fleury, secrétaire de la Comédie Française et maîtresse d'Armand. Le marquis ignorait ou feignait d'ignorer la situation et se refusait à comprendre que ce comportement trahissait chez le docteur Chevetel une nature peu sympathique et certainement peu fiable. Dans le salon du médecin, en cette soirée du 20 juin, tandis que montaient par les fenêtres ouvertes les rumeurs de la capitale en transe, Armand se livra avec la même franchise qui le guidait lorsqu'il enrôlait dans les châteaux, les presbytères et les fermes de Bretagne. Il exposa dans le détail le fonctionnement de l'association bretonne et de ses buts, raconta son séjour à Coblence, résuma son entretien avec le comte d'Artois. Chevetel laissait dire, et devant son silence attentif, Armand s'imagina que le médecin l'approuvait. Or, c'était exactement le contraire. Oui, donc, c'était un progressiste, puisqu'il était allé en Amérique, mais c'était aussi un monarchiste. Donc, devant l'écroulement de la monarchie, il voulait faire quelque chose, donc il avait inventé cette association pour sauver la monarchie. Et là, le ver était dans le fruit avec Chevetel. Chevetel donnait dans les idées nouvelles, et était étroitement lié avec Marat, Danton et Desmoulins. Il appartenait au cercle le plus extrémiste de la capitale. Ce que la Rouërie voulait sauver, Chevetel voulait l'abattre. Il eut la duplicité de n'en rien laisser voir et, avant de le quitter, pria le marquis de le tenir au courant par courrier. Il avait vu le bénéfice à tirer des confidences. C'était un commencement de complot. Ce fameux complot aristocratique brandi par les clubistes et les députés comme un épouvantail. Si la Rouërie était assez benêt pour l'écrire, ce seraient des preuves qu'on ne pouvait utiliser le moment venu, car pour l'heure son action était légale. Il était royaliste, dans une royauté, donc à l'abri des poursuites, pour l'heure. Voilà, donc, ensuite, page 69, la naïveté. L'alliance avec la Grande-Bretagne était pour eux contre nature, tant l'Anglais incarnait à leurs yeux l'ennemi héréditaire.
Mais les circonstances plaçaient pour une fois dans le même camp breton et anglais. Et en plus, en Amérique, ils s'étaient battus contre eux. Hein. La Ruerie décida de s'en accommoder, en gardant à l'esprit qu'aucun peuple n'est moins faible que l'anglais capable de poignarder dans le dos, n'est moins fiable, excusez-moi, n'est moins fiable que l'anglais capable de poignarder dans le dos l'auxiliaire qui ne lui sert plus dès lors que les intérêts britanniques sont en jeu. Ça n'a guère changé. L'alliance stratégique des Bretons avec l'Angleterre fut toujours entourée de précautions et de réserves. On se servait des Anglais. Il n'était en aucun cas question de les servir. Au préalable, pour acheter des fusils, il fallait de l'argent. Marc Desilles, le trésorier de l'association, avait imposé à tout adhérent le versement de l'équivalent d'une année de ses revenus. La somme avait paru exagérée à la plupart de ces messieurs, moins économes de leur sang que de leur or. Partant du vieux principe que celui qui se bat ne paie pas, ne serait-ce que ses cotisations au mouvement dans lequel ils militent, les Bretons promettaient toujours leur quote-part et remettaient toujours au lendemain de la verser. La Rouerie, Noyant et Desilles constatèrent vite qu'ils assumaient à peu près seuls les fonds de roulement de la caisse de l'association, et leur disponibilité comme leur crédit s'épuisait. En octobre 91, à court d'expédient, Armand renvoya son cousin Gervais Tuffin chez Calonne à charge de lui extorquer un peu plus que des promesses vaines. Il n'a pas compris que la cour miniature de Coblence vit-elle aussi de crédits princiers, mais qu'il se tarit. Tout l'art de Calonne et des princes était d'encourager les conspirateurs sans leur donner les moyens d'agir. Gervais est comblé de prévenance. On salue son courage, son dévouement. On lui assure que 3000 fusils destinés à l'association bretonne ont été expédiés à Ostende et n'attendent plus que d'être livrés, si tout va bien. Si les souverains étrangers apportent leur appui, si. Tuffin n'est pas sot. Il y a trop de si et de peut-être dans les discours de l'ancien contrôleur général des finances, Calonne. On le mène également en bateau. Préférant le concret, il finit par extorquer 15 000 livres à Calonne, pas en liquide hélas, mais en bons d'escompte dont la valeur a déjà chuté de moitié. En France, il en tirera au mieux 8 000 livres, une goutte d'eau dans l'océan des dettes et des besoins de l'association. En plus, les bons ne seront pas escomptables en Bretagne. Tuffin devra les négocier impérativement à Paris, où il ne connaît personne, sinon le docteur Chevetel. Gervais va donc voir le médecin, et avec une naïveté aussi confondante que celle de son cousin, ne lui cache rien des difficultés ni de l'origine des bons. Le fameux complot existe donc vraiment. C'est alors que le médecin décide de jouer sur les deux tableaux. Si l'association bretonne triomphe, les militants en recueilleront les bénéfices. Si elle semble en passe d'échouer, Valentin ira trouver Danton, lui révélera l'entreprise et lui livrera les conjurés. Et empochera aussi l'oseille, le pognon. Voilà. Donc, page 87, de l'audace. Parce qu'on est en pleine révolution. Hein. Ne sachant encore quelle tournure prendra la captivité de son ami et de son cousin, Armand se ronge les sangs et la même question l'obsède. S'est-il trompé? Aurait-il dû attendre la prise de Châlons par les coalisés hein, qui foncent vers Paris hein. Et puis, quelle importance? La victoire semble maintenant assurée. Depuis le 23 août, Longwy est tombé. La prise de Châlons est imminente et déclenchera le soulèvement général. Armand s'apaise et espère. Il ignore que le sort de l'association bretonne et celui de la contre-révolution sont suspendus au choix politique que fera ou ne fera pas le docteur Chevetel. Si la victoire des émigrés et des coalisés galvanise les royalistes, elle inquiète Danton. Alors qu'il hurle à la tribune son fameux « de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la patrie sera sauvée », le jeune ministre prépare ses positions de repli et négocie à prix d'or son éventuel ralliement à Louis XVI. Et avec qui le négocie-t-il? Avec l'un des meilleurs agents royalistes de Paris, l'abbé de la Trémoille, frère jumeau du prince de Talmont. Si Georges-Jacques Danton doute de la victoire de son parti, Valentin Chevetel
a le droit d'en douter aussi. Il sait, par les innocentes indiscrétions de Fontevieux, que la prise de Châlons déclenchera le soulèvement de l'Ouest. En prévenant le gouvernement, l'on pourrait peut-être contrer ce péril. D'un autre côté, si Châlons tombait, ce serait stupide de s'être compromis avec les révolutionnaires, tandis que la Rouërie et ses amis se retrouveraient dans le camp des vainqueurs. Or, voilà la seule ambition du sympathique docteur Chevedel, être toujours du bon côté, celui du Manche. Sans nouvelles de Bretagne depuis mai, il décide d'aller voir sur place. À Laval, il apprend que la Rouërie a pris le maquis. Valentin est du pays. Les intimes de la Rouërie et une idée assez précise des affiliés de l'association. À la Faux-Saint-Gand, le manoir de Marc des Îles, entre Saint-Malo et Cancale, il est accueilli à bras ouverts par le trésorier qui le regarde comme l'un des militants les plus fiables et les plus dévoués du mouvement, et qui fait prévenir Armand que le médecin veut le voir. Le marquis accourt et raconte avec le menu à Valentin tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fera encore. Il lui explique comment fonctionne le système de courrier avec l'Allemagne et comment s'y prend Fontevieux pour circuler sans attirer l'attention. Il lui livre l'adresse parisienne d'Anne-Louis du Pontavis, en mission dans la capitale et en contact avec le réseau de l'abbé de la Trémoille. En une heure de conversation avec son vieil ami, la Rouërie a violé toutes les lois même les plus élémentaires de l'action clandestine. Alors, page 95, courage. Voilà, courage. Page 95. Les hommes sont à bout et ne le montrent pas. Les chevaux sont fourbus et réclament plus de ménagement que les cavaliers. C'est pour eux qu'Armand, vers 10 heures du soir, décide que l'on fera halte dans une loge de sabotiers dans la forêt de la Hunaudet. On coupera à travers la lande. À part Chevetel, on ne saurait trouver plus traître qu'une lande nocturne, avec son sol caillouteux, ses racines invisibles, ses buissons d'ajoncs et épineux, ses trous d'eau, ses terriers de garenne, éreintés. Le cheval d'Armand trébuche sans cesse et le marquis est si mal en point, sans le dire qu'il ne le guide pas avec sa sûreté habituelle. Le pied de l'animal bute contre un obstacle. Il s'abat comme une masse et désarçonne brutalement la Rouërie qui va s'assommer dans une souche. Le front ouvert, saignant à flots, meurtri de partout et trempé comme un barbet, Armand, s'il soutient n'avoir qu'une blessure superficielle, est aussi obligé de convenir qu'ils n'iront pas plus loin cette nuit. Son cheval boite. À peu de distance, près de la route de Plancoët, à Lamballe, en bordure de la Hunaudet, s'élève le château de la Guillaumarais, propriété de François de la Motte. Monsieur de la Motte et sa femme sont tous deux membres de l'association et ont plusieurs fois déjà donné asile à la Rouërie. La dernière remonte à moins d'un mois. Frapper à la porte est contraire aux règles de sécurité. C'est en désespoir de cause que les trois proscrits, ivres de fatigue, se risquent chez eux. François de la Motte, seigneur de la Guillaumarais, de Tréinic et de la Ville-Escompte, a des charges de famille fort lourdes, 7 enfants, dont les derniers atteignent juste l'adolescence. Mais il est fidèle, brave et loyal. Lorsqu'il trouve à 1 heure du matin le marquis de la Rouërie, dégoulonnant de sang, de pluie, de fange, arborant une barbe de 3 jours, les vêtements boueux et déchirés, grelottant dans sa cour, l'idée ne lui vient pas de le jeter dehors, danger de mort ou pas. Voilà, c'est ça le courage. Donc, en page 96, agonie, page 96. Pourtant, le marquis semble convalescent quand il arrive le 25 Fontevieux et le major quand arrive le 25 Fontevieux et le major Schaffner. Il dîne de compagnie. Armand rit de ses ennuis de santé, de son état de faiblesse et refait des projets pour le printemps. S'aperçoit-il que les deux autres ont l'air accablés? Met-il cela sur le compte de l'inquiétude qu'il leur a causée? Est-ce la fièvre de l'excitation? Ne
il ne ferme pas l'œil de la nuit. Dans le salon du rez-de-chaussée, ses amis et ses hôtes ne dorment pas non plus, sous le coup de la nouvelle abominable que Fontevieux vient d'apporter. Louis XVI a été guillotiné le 21 à Paris. À la douleur de ces royalistes qui auraient 1000 fois donné leur vie pour sauver celle du roi, s'ajoute un sentiment de culpabilité. Ce drame aurait-il eu lieu si en octobre ils avaient écouté la Rouërie et soulevé la Bretagne? Maintenant, comment lui dire? Il décide de se taire, car quelle folie, décuplée par la fièvre, traversa cet esprit par nature déjà exalté. Ces médecins ont été formels. S'ils se lèvent, ils se tuent. Alors mentir, tant que possible. À cette épreuve s'ajoute une autre angoisse. Le bruit court en Angleterre qu'un traître a infiltré l'association bretonne et qu'il doit vendre la Rouërie. C'est pour cela que Schaffner a quitté Londres et regagné la Bretagne, afin de protéger Armand. Mais omnibulé par sa haine contre les Britanniques, haine héritée de la guerre d'indépendance et de son pays, et qu'un séjour de 15 ans en Bretagne n'a pas calmé, au contraire, l'Américain ne voit pas ce qui lui crève pourtant dans les yeux. Le traître n'est pas celui qu'il soupçonne. Lord Morat, amiral de la flotte, intime du prince de Talmont, ni le gouvernement anglais. Pour une fois, les Godons sont innocents. Les Godons, ce sont les Anglais. La taupe qui renseigne Danton, via les clubs londoniens, sympathisant des Jacobins, c'est Chevetel, auquel les conjurés vouent une confiance aveugle, si aveugle qu'il déplore ce soir son absence, car il serait plus tranquille s'il soignait Armand. Le 26, vers midi, Fontevieux, qui a passé la matinée au chevet de la Rouërie, n'en peut plus d'avoir dû surveiller ses moindres paroles, le quitte pour aller dîner. Saint-Pierre reste seul avec son maître, qui lui demande de lire le journal. Grand témoin du pauvre homme, obligé de censurer les nouvelles d'une gazette qui parle presque exclusivement du châtiment du tyran. Sa lecture décousue, son émotion trop visible finissent par alarmer le marquis. Il prie Saint-Pierre de descendre lui chercher à boire. Soulagé, le valet quitte la chambre et dans sa hâte laisse le journal sur la cheminée. À peine est-il dehors que la Rouërie, au prix d'un énorme effort, se lève, va chercher la gazette. Les gros titres lui sautent aux yeux. En bas, les amis finissent un repas lugubre. Le hurlement qui retentit à l'étage, cri d'homme blessé à mort, les fait se dresser d'un bond livide. À la clameur d'agonie succède le bruit d'un corps qui tombe en renversant un meuble. Il se rue à l'étage, il trouve Armand se roulant par terre, en proie à une crise de convulsion. Il faut 4 hommes pour le recoucher, tandis qu'il se débat, ne reconnaît plus personne, sanglote et hurle « Lâchez-moi, lâchez-moi, le roi ! Est-ce que vous ne voyez pas le roi? Il m'appelle au secours. » Ce délire et la terrible fièvre qui s'est emparée du malade les épouvantent. Pendant toute prudence, ils envoient chercher Tabure, Morel et le docteur Lemasson de Saint-Servin, militant de l'association. 4 jours, 4 nuits, les praticiens se relaient au chevet du marquis. Mais ils sont impuissants contre cette fièvre cérébrale, sous l'emprise de laquelle Armand se roule sur le lit, hurlant de désespoir, criant qu'il voit le roi. À 4h30 du matin, le 30 janvier 1793, la mort miséricordieuse vient mettre un terme à cette effroyable agonie. Voilà. Alors, donc ça c'est 90. Donc page 101, la traque. Page 101. Le 2 mars, l'Aligan frappe à la fosse Ingan. Y arrête Madame Desilles, ses 3 filles, Marie-Thérèse d'Alérac, Julie de Virel et Angélique de la Fonchet, son frère Alain de Limoëlan et le docteur Chevetel. Ne manque que Marx Desilles, le trésorier. Prise d'un mauvais pressentiment, ses filles l'ont obligé à fuir la nuit précédente. Après avoir amusé toute la journée les prévenus en se livrant à des perquisitions vaines et maladroites, l'Aligan finit par aller droit au coin du potager ou sous les rosiers des îles sur le conseil de Valentin et à enterrer les archives du mouvement.
Des pièces qui accablent le trésorier en fuite, mais aussi sa fille Angélique, cotisant de l'association, et son beau-frère, ainsi que presque tous les responsables de l'association dans le Clos Poulet. Victor Loquet de Granville, Monsieur Groux de la Motte, Guillaume Morin de Launay, Nicolas Tomaso, le quincaillier malouin qui cachait les armes en provenance de Jersey. Chevetel laisse faire, rien ne l'émeut. Ni la situation familiale de Victor de Granville, jeune veuf père de 2 enfants en bas âge et qui s'occupe de sa mère infirme, ni Angélique de la Fonchet, qui a 24 ans et des enfants au berceau, ni Madame Desilles, sénile, qui demande autant de soins qu'un nouveau-né. D'ailleurs, Valentin enrage d'avoir laissé échapper Desilles. Pire encore, lorsque l'on arrête Thérèse de Moëllien, le 25 mars, près de Fougères, elle avoue crânement avoir brûlé les fichiers de son cousin et les listes des adhérents d'associations bretonnes. Quant à leur nom, qu'elle connaît tous, elle n'en livrera aucun. Marc Desilles, lui, est à Jersey, où il est parvenu en compagnie de Madame Monsieur Dubuat de Saint-Gilles et du fils du docteur Lamasson. Après une semaine de cavale, éperdu, grâce à Noël Prigent, ce plaisancier qui sert de courrier à la cause. Ceux-là sont sauvés, mais le calvaire de leurs amis ne fait que commencer. Donc ils les prennent tous aux pattes, hein, de ce fait. Voilà, donc page 103, la rançon de la trahison. Page 103. Le docteur Chevetel pouvait dormir tranquille. Tous ceux qui pouvaient le confondre étaient morts. Les survivants n'avaient aucune preuve contre lui. Un an plus tard, il épousa Mademoiselle Fleury, cette sociétaire du français qui avait été maîtresse d'Armand. Décidément, le médecin gardait le besoin maniaque de s'emparer des dépouilles du marquis de la Rouërie. À l'heure où, en février 93, Valentin Chevetel entre à Paris, mission accomplie, que reste-t-il de l'association bretonne? En apparence, rien, ou presque. La mort d'Armand, la fuite de Desilles, l'emprisonnement de Fontevieux, chef intérimaire de la conjuration, ceux de Mademoiselle de Moëlan et d'Anne-Louis de Pontavis ont privé le mouvement de son comité directeur. Les autres militants bretons, que Chevetel ne connaît pas ou contre lesquels il n'a pas de preuves parce que Thérèse les a détruites, le médecin et Danton sont maintenant persuadés de ne jamais plus entendre parler. Trop contents de s'en tirer à bon compte, les hobereaux et laboureurs de Haute et Basse-Bretagne vont tenter de se faire oublier. Il suffit de voir comment, noyant l'un des plus compromis pourtant, longuement inquiété par la police, s'acharne à minimiser son rôle pour défendre sa précieuse existence. Il y a gros à parier que tous l'imiteront. Alors Chevetel traversera la Révolution, ayant su abandonner à temps ses amis dantonistes qui entraînèrent l'Aligan, le flic, quoi, dans leur chute, par la guillotine. Sous l'Empire, il était maire d'Orly. Il le restera jusqu'en 1832, où il démissionna pour raison de santé. Madame de Virel et d'Alérac, qui avaient fini par comprendre quel rôle il avait joué, tentèrent vainement d'obtenir une enquête à son sujet. La monarchie restaurée ne tenait pas à réveiller cette vieille histoire. Dans le même temps, Madame de Pontavis, qui mourait de misère digne, se vit refuser une pension faute de pouvoir justifier les activités de son mari dans l'association bretonne. Pour cause, Anne-Louis avait détruit ses papiers avant d'être arrêtée. À la même époque, un ancien camarade de Fontevieux, en Amérique, tenta d'avoir de ses nouvelles par le ministère des Armées, dont il reçut cette réponse sidérante. Après enquête, il apparaît que cet officier, qui servait dans le régiment de Gévaudan, a émigré en 1791. Depuis lors, on ignore ce qu'il est devenu. Les martyrs de l'association bretonne, 20 ans après leur exécution, avaient non seulement l'air d'être morts pour rien, mais même de n'avoir jamais existé. Marc Desilles succomba quelques semaines plus tard à Jersey d'une crise cardiaque en apprenant l'exécution de sa fille cadette, Angélique de la Fonchet. L'une de ses filles, Madame de Holler, paiera l'Aligan pour sauver son père. Attendez, ça fait référence... oui, à Noyant. Hein. Voilà. Alors, pour sauver son père. Noyant sera ainsi incarcéré à la célèbre clinique Belmont à Paris
dont les pensionnaires, contre facture astronomique, avaient la garantie de ne jamais être envoyés au tribunal révolutionnaire. Cet arrangement coûtera si cher que le vieux monsieur, sa fortune très entamée par cette cure, ne pardonnera jamais à sa fille de l'avoir sauvé à ce prix. Il mourra en 1811. Voilà. Alors, ensuite, page 177, Talmont. Alors, ça nous amène où, ça? D'accord. Le 3 janvier, Hainaut, pas assuré de retenir suffisamment l'attention de Paris en exécutant en masse des centaines de Vendéens et de Chouans qui lui sont amenés, ainsi que leurs femmes, voire leurs enfants, a éprouvé l'envie de se faire valoir. Car si à Angers et à Nantes, ses collègues Francastel et Carrier massacrent aussi bien que lui, et même beaucoup mieux, les prisonniers royalistes innovant en ouvrant des tanneries de peau humaine ou en transformant la Loire en baignoire nationale, ils ne disposent que de petits gibiers, foules d'anonymes et de second rôles, tels le marquis de Donissan. Et nul, lui, tient le prince de Talmont, que nul dans la région ne regardera comme un subalterne. À Paris non plus, d'ailleurs, où grâce à Chevetel, on est mieux informé que les chefs vendéens des responsabilités exactes du puiné de la Trémoille dans le déclenchement du soulèvement de l'Ouest. Donc, Hainaut a voulu se rendre intéressant et adresser à l'Assemblée une lettre qui résonne comme un bulletin de victoire. Hainaut Lavallée, représentant du peuple, annonce au comité du salut public que l'ex-prince de Talmont de la Trémoille, ou la Trémoille, chef des brigands de la Vendée, vient d'être arrêté et conduit à Rennes. Il observe qu'il serait intéressant que ce ci-devant subisse son supplice à Laval, dont il était seigneur, que ce supplice formerait une terreur utile dans les circonscriptions partout, si l'on plaçait sa tête au-dessus de la grande porte de son château. Donc Chevetel a eu un rôle là aussi. Voilà, donc c'était pour donner les éléments historiques pour forger des romances. Alors, qu'on retrouvera dans le prochain épisode, dans le miroir sans retour, et je vous dirai également un petit passage du Sable de Damas où on évoque Chevetel. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie, la partie romanesque. À très bientôt.